Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous propose une question qui fâche. Le dialogue national est-il mal parti? En tout cas, les consultations vont bon train, tantôt dans l'immeuble étoile qui abrite les services du Premier ministre Kabounet, tantôt en dehors de cet immeuble étoile, et précisément dans la perspective de ce dialogue national qui doit justement amener les Kabounais à se parler en se regardant les yeux dans les yeux. Les uns avancent des dates, et bien certains parlent du 28 et d'autres du 29 de ce mois de septembre 2019. En tout cas, le débat devrait avoir lieu ou du moins devrait commencer avant la fin du mois de septembre, tel que cela a été annoncé par le président de la République à l'occasion d'une adresse on ne peut plus spéciale, adresse à la nation. Et bien, ce sera donc l'occasion d'échanges entre Camerounais d'une part et d'autre part entre Camerounais et éventuellement des partenaires internationaux. Jusqu'ici, l'Union qui sera participant à ce grand dialogue national, le cadre des travaux, leur étendue et surtout quelles sont les suites qui seront réservées justement aux conclusions qui seront prises à l'occasion de ce dialogue national. Et c'est ce débat que nous tenons aujourd'hui. Nous tenons donc ce débat ce soir. Question nous aussi de lancer les hostilités. Cela bien entendu en compagnie de nos invités qui ont été d'ailleurs choisis sur le tard. Bienvenue à Mosaïque, bienvenue sur Canal International. La suite, c'est dans un instant. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Et les invités qui ont été justement appelés à cette table de discussion ce soir, un débat avant le grand débat. Il y a Yves Martin Anda Asiga, il est député donc élu de la nation pour le compte du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985. Nous l'accueillons, Yves Martin Anda Asiga, bonsoir. Honorable, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, une période d'intercession des élus de la nation et donc des députés parlementaires. À quoi est-ce que vous vous occupez au quotidien, maintenant qu'il n'y a pas de session parlementaire? Le travail du parlementaire ne s'arrête pas à la session. Nous arpentons le terrain en dehors des sessions. Question d'arranger les foules pour Non, pas se d'arranger les faire foules. élire à la Non, prochaine? non, prendre le pouls de la population, leur expliquer toutes les différentes articulations des décisions qui ont été prises pendant les sessions, et puis faire remonter l'information au niveau de l'exécutif, de ce que pensent les populations, des difficultés qu'elles ont. Honorable, de vous à moi, vous êtes favorable à ce qu'on continue le financement des micro-projets dont bénéficient les députés ou bien il faut abandonner cela aux maires? Non, les micro-projets sont nécessaires, ils sont notoirement insuffisants. Il faut trouver une autre forme, mais il faut allouer une dotation aux parlementaires pour les besoins qu'ils ont sur le terrain, parce que justement, les parlementaires ont d'énormes besoins. Je pensais d'ailleurs dans un de vos... Tout à l'heure, avant le début de l'émission, on parlait d'un de nos collègues de la région du Mungo. Il va sur le terrain, il est parlementaire, il se déplace avec quoi, avec quel fonds, avec quels moyens? Donc c'est petit, de Oui, votre point de vue. c'est pas petit, c'est pas suffisant, c'est différent. En tout cas, bienvenue sur ce plateau ce soir. J'accueille maintenant quelqu'un qui nous vient du côté des ECA, Aladji Baba Garba. Monsieur, bonsoir. J'allais dire Sa Majesté. Vous êtes par ailleurs quelqu'un qui aborde ses attributs. Mais vous êtes quand même adjoint au maire des ECA, mais vous êtes surtout le vice-président de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Bienvenue sur ce plateau ce soir. C'est d'ailleurs une deuxième fois, la deuxième fois que vous faites honneur à notre émission pour participer au débat. Tout à fait. Je suis Aladji Baba Garba, comme vous dites. Je suis le président du bureau du comité directeur de l'UPC. Et en même temps, je suis premier adjoint au maire de la commune des Zeka. Tout à fait. Vous y êtes depuis pratiquement une vingtaine d'années. Vous vous êtes installé du côté des Zeka. Je suis né à Ezeka. Vous êtes né à Ezeka. Tout à fait. Grandi à Ezeka. Tout à fait. Maintenant maire à Ezeka.
Tout à fait. C'est chez vous désormais. C'est chez moi. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. J'accueille maintenant une dame. Ça va être l'une des dames, sinon la seule ce soir, Aïcha Inoua. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le chef du département de la communication et surtout, vous êtes trésorière nationale du Parti camerounais de la réconciliation nationale, dont Cabral Libby est président national. Tout à fait. Où se trouve Cabral Libby? Cabral Libby, il est sur le terrain comme d'habitude. Vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il est toujours là pour écouter à la population, aux ententes et tout. Il est là pour fournir les informations que les Camerounais attendent à chaque minute, à chaque instant. Je rappelle que vous Donc, êtes parfaitement bilingue. Travail. Vous parlez aussi bien anglais que français. Que le français. Et d'ailleurs, davantage anglais. Thank you Bienvenue very sur much. ce plateau. You are welcome. Maintenant, la question, much. la question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que Cabral Libby va abandonner ses ambitions de présidentielle pour essayer de grappiller un mandat de député? Well, you're talking about abandoning. No, I'm not gonna. I will not say he's abandoning or he's gonna abandon it. But you know, as he's just following the footsteps as things are moving on in the political atmosphere in the country. Donc, after the presidential, que Cabral Libby soit plutôt candidat à la députation et plus à la présidentielle. It's very normal. It's very possible. Ok, c'est possible. On l'a retenu ce soir. Hein. Cabral Libby pourrait éventuellement postuler à ce mandat de député. J'accueille maintenant Michel Akwa. Monsieur, bonsoir. Martial, je vous en prie, du Social Democratic Front, le SDF, qui a émis un certain nombre de prétentions par rapport aux consultations qui sont en cours au Cameroun. Vous avez récusé le Premier ministre comme celui qui doit modérer les travaux. Tout à fait. Je vous remercie d'accomplir votre mission de journaliste parce qu'on n'entend pas suffisamment faire écho à toute cette activité-là du SDF. Il se trouve que même sur certains plateaux, on n'est pas accès à certains médias comme certains de vos confrères ou alors en super minorité ou alors même dans la presse écrite qui ne relaient pas suffisamment des contributions du SDF à ce dialogue qui a été demandé, exigé à eux et à Dia, en tout cas avec le plus grand tapage possible depuis tant d'années. Donc, pour dire qu'en fait, bien avant qu'on arrive à ce niveau de pourrissement, le SDF a sollicité, contribué et fait contribuer efficacement les institutions, fait fonctionner les institutions au profit de la nation. Et également, de la même façon, nous espérons que ce dialogue pourra nous permettre de poser les problèmes de ces couches, de ces masses camerounaises d'exclus. Je ne veux pas dire la mangeoire parce que c'est un discours pas bien séant à mon avis, mais exclus quand même de toute reconnaissance par la République, tant de jeunes diplômés qui ne peuvent pas trouver d'emploi et qui ne peuvent même pas ouvrir leur structure d'entreprise parce qu'ils n'ont même pas accès au financement. Et on se demande à quoi sert un Parlement dans un pays pareil, où lorsque justement on parlait tout à l'heure des micro-projets, justement je vais aborder la question qu'il a soulevée. Est-ce que c'est à un député d'aller financer les projets dans une localité où il y a un maire? Que fait donc ce maire-là? Et il se trouve qu'aujourd'hui, on se demande à quoi servent les mairies. On nous dit qu'il y a une décentralisation. Durant tant de temps, on n'est pas sorti de la logique coloniale en réalité. Donc ce dialogue peut être pour nous l'occasion de rediscuter en fait les clauses de notre indépendance comme pays, comme nation. Et vous avez choisi comme lieu de dialogue pas Yaoundé. C'est une proposition qui ne fait pas encore partie des propositions officielles. En fait, l'idée vient du fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on nous parlait d'une propagande back to school. Et nous leur disions, mais comment est-il possible qu'on veuille que les enfants aillent à l'école dans un environnement où les armes crépitent tout le temps? Maintenant donc que le dialogue arrive, il serait logique qu'on puisse donc avoir ce dialogue là-bas, dans cet environnement-là, pour maintenant voir comment réagirait ceux-là qui aujourd'hui nous parlent des perdièmes à l'occasion du dialogue ou de leur avantage si la sécurité qu'on a prétendu être à Bamenda et dans toutes les régions du nord-ouest, sud-ouest. Vous préconisez que le débat ait lieu, le débat national, ça serait très souhaitable à Bamenda ou à Boya. Ça serait très souhaitable déjà pour ces raisons d'une part et également vous comprenez que l'enjeu est quand même de susciter encore un élan patriotique, la confiance de ces parties du pays. Donc si pour une fois ils peuvent se dire le Cameroun s'est déplacé vers eux
pour qu'ils se sentent Camerounais intégrés dans la patrie, pourquoi pas? Très bien. Saint-Éloi Abdoum, bonsoir. Bonsoir Ghislain. On ne vous présente plus puisque vous êtes très connu des téléspectateurs de Canal 2 International à l'occasion des émissions pour lesquelles vous êtes très souvent confié. Alors, ce qu'il fait, le SDF, c'est une proposition indécente, à savoir qu'il faut déconcentrer le lieu de la tenue du débat national. Ils estiment que ça doit se tenir à Bamenda ou à Boya. Merci Ghislain de faire de moi une identité remarquable. Quand j'ai écouté mon voisin de gauche, M. Akwa, ça me donne envie de dire que ça a déjà commencé. Et si vous me posez la question de savoir quoi, je vous dis le dialogue. Le dialogue a commencé. Vous savez, puisque je voudrais penser que vous entrez dans le débat. Bien entendu, on y est de plein pied. Avec ma personne. Il y a tellement de choses à... sans prétention aucune et toute modestie prise en considération, je voudrais procéder à un exercice simple. D'abord définir ce que c'est que le dialogue. Le dialogue, c'est un échange, c'est un entretien, c'est une conversation entre au moins 2 ou plusieurs acteurs, avec pour objectif à atteindre d'abord s'écouter, d'abord se parler, ensuite s'écouter et se comprendre. Alors, peu importe le lieu où le dialogue va se tenir, une fois que je l'ai dit, je voudrais attirer l'attention de M. Akwa que le label large, vaste, grand débat, ce n'est qu'une affaire de sémantique. De toutes les façons, ce qui était important, c'était d'arriver au dialogue. Et le président de BIA vient de démontrer une fois de plus qu'il est à l'écoute des Camerounais. Et le fait qu'il lance le dialogue traduit une chose simple. Quand vous avez un différend avec un de vos frères, s'il refuse de vous écouter, eh bien arrêtez-vous et écoutez-le. Vous allez certainement comprendre pourquoi il ne veut pas vous écouter. Et que ce soit le lieu, que ce soit le contenu du débat, je crois que le président de la République ne s'est pas levé de manière irréfléchie pour annoncer le dialogue. Dans un adage bêtis de chez moi dit que quand un aveugle te dit que je vais te lancer le caillou, sache qu'il a déjà le caillou en main. Donc, le président a fixé... Ah, le président avait déjà un caillou en main qu'il va lancer au SDF. Non, c'est juste pour vous dire que... les échanges avaient commencé il y a longtemps, que la date fixée ne sera que l'accomplissement des dialogues qu'il y a déjà eu entre les Camerounais et on se parle d'ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que le RDPC avait déjà préparé son bac à mots et les veut le faire avaler à d'autres partis? Non, pas tout à fait. Tout à fait. Non. Prêtez-moi de l'argent, mais ne prêtez pas des mots. Et je voudrais dire tout simplement que le président de la République a attendu et a suffisamment attendu. Ce dialogue était souhaité. Les gens le réclamaient à corps et à cri. Il y a un travail qui a déjà été fait en amont au Cameroun, à l'étranger, entre les Camerounais, des partis politiques, ça se discute. Donc, de toutes les façons, ce jour-là, cette semaine-là, on viendra donc se parler pour s'écouter et enfin se comprendre pour arriver à une conclusion qui satisfasse les Camerounais. Toutes les parties. Alors, Yves Martin Aranda Siga, député, mais surtout, je voudrais convoquer votre casquette d'intellectuel. Est-ce que le lieu, en termes sémantiques, il a évoqué la sémantique, ne signifie pas quelque chose? Au lieu de tenir le débat à Yaoundé, est-ce que profondément, vous ne pensez pas qu'il faille le tenir à Bamenda, à Boya, à Boliko? On a vu des images qui ont défilé ce soir dans les réseaux sociaux. Est-ce que en délocalisant le débat de ce côté-là, cela ne voudra pas faire passer un message? Non, je ne pense pas qu'il faille le délocaliser, surtout dans ces régions-là en ce moment, déjà pour des raisons sécuritaires. Voilà. D'amener le débat dans ces régions poserait plus la question de sécurité. Donc c'est une zone dangereuse.
Non, ce n'est pas une zone dangereuse. Mais on voit que les enfants y allent à l'école. La sécurité n'est pas assurée pour tout le monde, y compris pour les enfants qui vont à l'école, y compris pour les gens qui y vivent. Si l'armée est dans ces régions, c'est bien parce qu'à un moment donné, les biens et les personnes sont menacés. L'armée n'est pas dans ces régions pour le plaisir d'aller visiter les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a donc des problèmes sécuritaires. Donc, il est évident que dans ces conditions-là, aller débattre dans ces zones-là n'apporte pas une plus-value au débat, à mon sens. Au contraire, ça risque d'être considéré par certains. C'est le même SDF qui nous dira sûrement dans quelques temps, c'était de la provocation. Hein, donc d'aller dans ces régions à ce moment-là. Donc je pense qu'il ne faut pas céder à ce genre d'idées simplistes ou de sirènes. Par contre, ce qui est important, c'est le fond du débat. Et puis si on reprend l'allocution du patron, je voudrais d'abord dire que le chef de l'État a trouvé les mots justes, les formes justes, dans un style accessible à tout le monde, et qui a permis surtout de toucher l'immense majorité des Camerounais par les différentes figures de style qu'il a utilisées, tout ça empreint de sérénité et de tranquillité. Ça a permis aux gens d'aller au fond du problème. Et il y a un passage très important qui répond à votre question. Il a dit que ce dialogue va intéresser essentiellement les régions du Nord et du Sud-Ouest, mais pas uniquement ces régions. Et surtout, les sujets qui seront abordés seront des sujets d'intérêt général qui permettront de trouver des solutions aux problèmes posés dans ces régions. Autrement dit, les problèmes qui sont posés dans ces régions sont des problèmes qui se posent dans les autres régions. Ce n'est pas parce que ces autres régions ne sont pas allées en guerre contre l'établissement qu'il n'y a pas de problème dans ces régions-là. Donc, à la faveur de ce grand dialogue national, d'aborder tous ces sujets va probablement nous permettre de trouver des réponses aux problèmes qui sont posés dans les régions du Et pour le cas du Foundi, vous êtes député du Foundi, région du centre, quels sont les problèmes qui ressemblent aux problèmes qu'on peut retrouver également dans le nord-ouest et le sud-ouest, en termes de proximité? Les problèmes qu'il y a dans le nord et le sud-ouest existent dans le Foundi. Vous avez tous ces problèmes. Vous avez des problèmes au niveau de l'éducation, des problèmes au niveau de la cohésion sociale. Quand vous circulez dehors dans le Foundi, dans le littoral, vous avez l'impression que la loi est respectée partout. Vous avez l'impression que les responsabilités de chacun sont prises en compte. Quand vous êtes dans un quartier où vous trouvez normal que dans une église réveillée, 1000 personnes empêchent le reste de la population de dormir, est-ce que c'est normal ? Avec les conséquences que ça peut avoir sur le devenir, sur la santé, sur la cohésion, sur même les conflits qui peuvent naître de ce type de situation. La question que j'ai envie de vous poser, c'est à qui est la faute? La faute incombe d'abord aux Camerounais. Depuis que je suis arrivé à l'Assemblée, j'ai appris comment on rédigeait les lois. J'ai appris comment on faisait voter les lois. Mais comment on les fait respecter, les lois? C'est du ressort de chaque individu. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais pour respecter la loi. La loi doit s'imposer. Il y a une question de responsabilité et le dialogue national que nous allons engager là-dessus doit nous permettre de trouver des réponses à ces questions. À un moment donné, on est parti du principe, après la tripartite, parce que j'entends beaucoup parler de la tripartite dans d'autres sujets, mais il faut savoir que le patron l'a, comment dire, éludé tout en y faisant allusion. Je voudrais rappeler qu'à chaque fois que vous allez parler de patron, vous parlez de votre patron. Il s'agit du chef de l'État. Oui, parce que c'est mon patron de parti. Voilà. Absolument. Donc, lorsqu'il a abordé, il a cité une seule date dans son discours. Il a cité la date de 1992, les élections de 1992, depuis le 9 avril. Ces élections faisaient suite à quoi? À la tripartite. Ces faisaient suite à un dialogue sous une autre forme, dans un autre contexte, mais qui a permis de changer la forme de l'État. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avons la démocratie, nous avons des élections, nous avons un multipartisme, et pourtant, ça n'a pas réglé tous les problèmes. Donc, le dialogue national nous invite à passer à un cap supérieur. Et il est important que tout le monde comprenne bien qu'on va chercher à régler les problèmes qui existent dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais à travers les problèmes qui existent dans l'ensemble du tissu social. Alors, Marcel Akoua, une réaction de 30 secondes avant de donner la parole à merci beaucoup. Baba. Merci, je voulais, 30 secondes, oui, je voulais juste arracher un peu, si c'est possible, et permettez-moi, cette parole après l'OEDPC, pour faire constater à ceux qui nous regardent en ce moment, la manière de gouverner dans l'OEDPC. L'État n'est que là, on a l'impression que le Parlement n'est là que pour rédiger les lois, sans tenir en compte d'où devraient émaner ces lois. Est-ce que c'est quelques-uns qui se retrouvent, font de beaux textes, ou alors se retrouvent dans ces espèces de discours qui tournent en rond sans qu'on comprenne de quoi il s'agit? Et pire encore, quand on parle de marginalisation dans le discours du président, c'était prétendu qu'il n'en était rien. Et que dit donc lorsque aujourd'hui on se réfugie derrière des arguments de sécurité, maintenant, rien qu'en ce moment-ci, pour dire que le dialogue ne peut pas aller au nord-ouest et sud-ouest? Ce n'est pas une forme de marginalisation? Le pouvoir doit-il rester uniquement à Yaoundé?
Et quand on parle de fédéralisme, justement, c'est pour dire qu'il faudrait que les différentes entités du pays se sentent responsables de leur destin. Donc les lois dont vous parlez, elles devraient partir de cette base-là pour maintenant assumer les aspirations profondes du pays. L'unité nationale, ce n'est pas qu'une question de territoire qu'on serait en train de briser pour balancer. C'est d'abord une question de peuple. Et qui dit peuple, ça signifie un état de communion dans cette assemblée-là qui fait que les gens se sentent un. Et là, pour se sentir un, comment on gère, comment on considère les autres au loin, dans ces périphéries-là, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest? C'est une marginalisation déjà des anglophones et une marginalisation de toutes les périphéries du Cameroun. Donc, finalement, c'est tout ça qu'il faut revoir de fond en comble. Et le SDF, justement, a un apport important. Je pourrais même dire, le SDF assume aujourd'hui l'héritage de l'UPC, des pères fondateurs de ce pays qui ont été exclus du dialogue. Le SDF assume aujourd'hui la pensée de ces intellectuels défunts qui, en 1992, avaient eu un débat sérieux sur la renaissance de l'État. Un discours est arrivé en disant un État démocratique, un certain nombre de normes. Voilà où on en est aujourd'hui. Très bien. Et on prétend que la tripartite a résolu un quelconque problème, alors qu'on se retrouve à l'identique et que le dialogue, pour répondre à mon voisin tout proche, le dialogue survient justement à la suite de cette rupture, le constat de cette rupture, de ce dysfonctionnement, de cette déficience totale des institutions de la République à fonctionner, à assumer les aspirations du peuple. C'est pour ça qu'il nous faut ce temps d'arrêt pour recommencer, remettre de nouvelles bases à ce système Cameroun. Très bien. Aladji Baba Garba, j'entre par l'un des concepts qu'il a utilisé tout à l'heure, le peuple qui est bien entendu différent du concept des populations. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de partir, nous sommes encore sur les débats de forme, on est en train de partir vers un débat qui concerne les peuples, les populations et pas toutes les composantes sociologiques? Oui, le débat sur le dialogue national est un sujet important. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a crise. Le Cameroun est en crise. Rappelez-vous bien, avant le Nozo, il y a eu l'extrême nord. J'ai l'habitude de le dire, le Cameroun est en train de traverser, à mon avis, une période de turbulence. Cette période de turbulence nous amène à réfléchir. Et je crois que le président de la République a bien vu la situation. Il a convoqué ce dialogue national. Plutôt que de parler du lieu où va se tenir ce dialogue, je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel de qu'est-ce qu'on va dire dans ce dialogue. Pourquoi ce dialogue? Très bien. On ne peut pas parler de dialogue sans se rappeler de l'histoire du Cameroun. Vous comprenez? Et là, vous allez m'excuser parce que je vais donner la situation de mon parti sur ce sujet. Les pères fondateurs de l'UPC, lorsqu'ils créaient ce parti en 1948, ils avaient 3 objectifs. Le premier objectif, c'était l'unification du Cameroun. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en 1916, le Cameroun avait été divisé par la Société des Nations, par la défaite de l'Allemagne. Le Cameroun a été éparpillé, une partie en Centrafrique, une partie au Congo, une partie au Nigeria. Donc l'objectif de père fondateur de ce pays, c'était l'unification de ce Cameroun. Et après l'unification, l'indépendance, et après l'indépendance, l'élévation du standard de vie. Après cette unification du Cameroun, malheureusement, cette unification n'a pas été faite comme l'UPC le voulait. Parce que l'UPC voulait l'unification avant l'indépendance. Si on faisait cette unification avant l'indépendance, on aurait une nation. Donc la nation avant l'État. Malheureusement, l'État est venu sans unification. En 1961, il y a eu une réunification qui est bien différente de l'unification que l'UPC voulait.
Très bien. Si nous allons dans les années 50, vous allez constater que du côté anglophone, ils ont voulu cette unification plus que nous. Eh oui, ça va vous paraître un peu absurde, mais c'est vrai. C'est les anglophones qui ont voulu cette réunification plus que les francophones. En 1951, Ndélé a créé un parti dans la partie anglophone qui avait pour objectif la réunification. Pendant ce temps, dans notre zone francophone, on n'y pensait même pas. Foncha, Tandem Mouna, tous ont lutté pour qu'il y ait cette réunification. Maintenant que cette réunification a eu lieu, on ne comprend plus que ceux qui hier avaient demandé cette réunification, aujourd'hui disent qu'ils n'en veulent plus. Pourquoi ça? Vous avez demandé quelque chose hier, aujourd'hui vous dites que vous n'en voulez plus. C'est qu'il y a quelque chose. Donc le débat qui est invité par le chef de l'État doit chercher à comprendre pourquoi hier ils avaient demandé cette réunification plus que nous et aujourd'hui c'est eux qui disent qu'ils n'en veulent plus. Très bien, on vous a bien compris. On aura l'occasion de vous questionner tous les panélistes sur ce sujet-là. Avec Aïcha Inoua, Madame la trésorière nationale du PCRN, qui est avec nous sur ce plateau ce soir, je voudrais qu'on aborde la question des profils. Le débat a déjà commencé. D'ailleurs, Sainte-Éloi l'a indiqué tout à l'heure, ça a déjà commencé pour reprendre une ancienne célèbre chanson camerounaise, quelque peu prosaïque. Alors, selon vous, quels sont les profils au-delà des consultations qui sont faites par le Premier ministre, quels sont, au niveau de votre parti politique, les profils qui ont été dessinés pour pouvoir participer à ce dialogue? Thank you for giving me the floor. In my political party, let me feel free. Whichever language I think I can express myself best. I'm the head of English department, so I feel more free in English. So, talking about the faces that have to actually sit on the table to talk about the national dialogue in my political party, we deem it so necessary that those involved or those that are affected, like those of the Northwest and the Southwest, should be given the priority to sit on the table and debate for the national dialogue. It's very important. My father here did mention about E.N. Ndélé, Jongu Foncha, and Tandem Mouna, who fought for the reunification of Cameroon. Why did they fight for the reunification of Cameroon? Yeah, because they were finding themselves like strangers with Nigeria. So to them, because they were already a part of Cameroon, they so much wanted to come back to Cameroon. But there is no way I'm going to tell you, you want to go back with somebody, it's because you are feeling comfortable with the person. I mean, you bear with me. And if you come with a person, if you unite with a person, let me say you get married to someone because you love the person, and in your matrimonial home, you finally find out that this is not the right person, you're not convenient, for crying out loud, you will shout. You will shout for help. And if there is no help coming, you will definitely ask for divorce. I think that's just the case. That is why the Anglophone started with the fact that they wanted federalism. Today they're finding themselves in saying they want secession. Because they have been waiting for this national dialogue, which many people like my president, Cabral Ibi, has been asking, has been crying for this national dialogue, talking everywhere that people should sit and listen to the Anglophone problem. But we thank God today it has come. And I think it's the best thing the president has done. So those who are interested, those who have been asking for this occasion or for this opportunity should kindly be given the opportunity to stand for this national dialogue, as well as political figures like my president has been willing to do so for quite a couple of months. There is someone like Katina Tomi, for instance, Mancho right in prison, who actually expressed himself saying he can stand like a moderator. I think he should be given the opportunity to stand like a moderator because he knows the problem of the Anglophones. It's not like he's the only one. Katina Tomi knows equally. Many other people that I may not mention know this problem. So they should be given the opportunity to stand and talk about the national dialogue. It is very important so that peace should reign at the end in this country. We need that. It's very important. Honorable Anda Asiga, quels sont
les visages qu'on peut coller à ces personnalités qui seraient attendues, qui seraient les bienvenus à la table de ces dialogues, selon vous? Est-ce qu'il y a des caricatures que vous pouvez faire déjà au RDPC? Non, il faut toujours se garder des caricatures. Je pense que le Premier ministre a des consultations très importantes, nous le voyons depuis l'allocution du chef de l'État, pour justement déterminer à la fois les sujets et les personnes dans un panel extrêmement large, recommandé dans le discours du chef de l'État, pour pouvoir assister à ce dialogue. Et je pense que l'immense majorité des Camerounais seront représentés. J'aimerais par contre m'arrêter sur les interventions de mes prédécesseurs. Je ne reviendrai pas sur le développement un tout petit peu nébuleux qui nous fait passer de la nécessité d'être à Bamenda à la marginalisation, parce que je n'ai pas tout compris. Par contre, il faut toujours se garder de prendre des libertés avec l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine, il y a eu un référendum. Un référendum, c'est qu'on a demandé à la population, dans son immense majorité, de se déterminer. Or, depuis, j'entends parler, les anglophones disent que lesquels anglophones? Il y a une question qui a été posée, on débat avec qui? Chacun s'arroge le droit de dire les anglophones disent que non. La seule chose qu'on a entendue de clair posée comme revendication par les anglophones, c'était des revendications corporatistes. Depuis, nous avons des exactions, nous avons des crimes, nous avons des violations des droits, etc. Qui parle au nom des anglophones? Pourquoi donc ce dialogue national? Ce dialogue national est inclusif. Il concerne tous les Camerounais pour résoudre des problèmes qui existent. Ce n'est pas parce qu'il existe des problèmes dans les régions anglophones que ça veut dire que les anglophones disent que, ou les anglophones sont contre ceci. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas pu s'exprimer en tant que groupe. Et les anglophones, nous sommes dans un pays, le Cameroun, les anglophones n'existent pas que dans les régions anglophones. Les anglophones existent dans toutes les autres régions du Cameroun. Que disent ces anglophones des autres régions du Cameroun? Qui parle au nom de ces anglophones? Ces anglophones, aussi bien ceux qui sont dans ces régions que ceux qui sont dans les autres régions, sont représentés par les pouvoirs publics. Ces anglophones siègent à l'Assemblée nationale. Ces anglophones sont représentés dans l'exécutif. Je ne reviendrai pas sur la démonstration qu'a fait le chef de l'État sur les responsabilités données. Quelles sont donc? Chacun dit les anglophones. Lesquels? Très bien. Sur la question des visages, est-ce qu'on ne va pas aller droit vers une opposition de style? Il y aura évidemment ceux qui sont acquis à la cause républicaine, l'État et donc le RDPC, et de l'autre côté, il y aura des revendicateurs. Est-ce qu'à ce moment-là, le débat ne va pas chauffer sur le plan de la forme? C'est le principe même d'un débat qu'il faut qu'il y ait une contradiction. Il faut qu'il y ait un dialogue. Et le risque qu'on court à ce moment-là, c'est d'en ressortir avec rien. Non. À partir du moment où il y a un débat, comme l'a expliqué M. de Saint-Éloi tout à l'heure, on en ressortira avec quelque chose. La société africaine est ainsi, a toujours fonctionné comme ça, et on a toujours trouvé les solutions. On a même vu récemment, dans les pays occidentaux, revenir à ces formes africaines avec le grand débat national lancé en France. Donc c'est comme ça qu'on résout les problèmes dans les familles, dans les régions, dans les pays. C'est sous la forme de dialogue. Il y a eu des problèmes au Kenya entre deux fractions. Ils se sont assis, ils ont discuté, ils ont trouvé des solutions. Donc, je voudrais terminer. Je vous en prie. La contradiction, le fait de ne pas être d'accord sur certains points, n'exclut pas, in fine, de se mettre d'accord sur l'essentiel. L'important pour l'instant, c'est d'aller à la discussion parce que, bien entendu, le besoin de faire changer les choses et d'évoluer est un constat évident pour tout le monde. Et on doit en passer par là. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de 91 tout à l'heure. Qu'à un moment donné, lorsqu'on veut passer à un cap supérieur, on est obligé de s'asseoir. Et de faire ce constat n'est pas une faiblesse. C'est juste accepter les choses avec réalité, qu'il faut que ça change. Saint-Éloi Bidon, est-ce que, avant vous, bien entendu, Martial Akoa, Saint-Éloi Bidon, est-ce que, à l'occasion de ce débat, grand débat national, dialogue national, on va assister à la sortie de brousse de ces chefs de guerre? C'est possible, à votre avis? Je vais d'abord faire une observation qui est d'ordre général. Le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne le sont pas. Moi, je ne suis pas bilingue. Et Canal 2 est une chaîne de télévision qui offre, non, ne me prêtez pas des mots, qui offre l'expression du bilinguisme. Il y a des émissions en langue anglaise. Alors, nous sommes dans une émission francophone. Alors, la dame, vous nous avez dit qu'elle est parfaitement bilingue, mais elle préfère s'exprimer en anglais dans une émission où un des panélistes
peut sortir sans avoir compris ce qu'elle a dit. Et Camerounais. Donc, je voudrais... Et le panéliste, là, c'est vous-même. Je voudrais donc... Je voudrais donc que la dame soit invitée. S'il n'est pas d'accord, je vais la rejoindre en d'autres anglais. circonstances, Non, dans une émission c'est ça l'inclusion. réservée à l'expression anglaise. Très bien. Donc, on comprend pourquoi tu ne vas pas de ce dialogue I'm gonna answer that, honestly. Aïcha, c'est pas à votre tour de parole, vous allez avoir l'occasion de réagir tout à l'heure. Okay, let me pour calm down. que Thank you cette very loi much. achève par ma question. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'occasion de ce débat, puisque je voudrais qu'on évoque la question des profils, que les chefs de guerre vont sortir de brousse pour venir participer au dialogue national? La question, comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, s'est toujours posée. Dialogue, oui, mais avec qui? Avec qui? Vous voulez donc que là où il y a des Camerounais disciplinés et respectueux des lois de leur pays, qu'on sorte des chefs de guerre qui ont agi, qui ont plongé le pays dans l'insécurité totale et qui ont été jugés pour qu'ils viennent à la table de négociation? J'ai dit non. J'ai dit non. Il y a des Camerounais qui peuvent se parler. Le problème de la crise anglophone, moi je dis, la crise qu'on a appelée abusivement anglophone est déjà résolue. Parce que j'ai dit que le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Et la crise est résolue. La crise, les problèmes qui se sont posés ont été résolus. C'était des revendications corporatistes. On a apporté des réponses. Oui, et la crise est Je résolue. suppose donc que le dialogue que nous venons avoir maintenant va nous permettre d'évaluer la pertinence des solutions qui ont été apportées à ces différends. Mais il n'en demeure pas moins que le Cameroun reste en guerre contre des individus, peut-être parce que ça se déroule en zone anglophone, qu'on appelle ça la crise anglophone. Non, là maintenant nous sommes en période de guerre. Des individus ont pris les armes pour prendre les institutions de la République, ce qu'ils n'ont pas pu avoir par les urnes, par les armes. Ils ont décidé de créer un État, de faire une partition du Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun s'inscrit sur la liste des déshonneurs. Des déshonneurs. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Vous comprenez, non? J'ai fini. Très bien. J'ai fini. Donc, le Cameroun aujourd'hui est devenu une curiosité géographique internationale parce qu'il y a des gens qui meurent. Et il y a des gens qui ont causé ces morts-là. Et vous voulez que... Et qui sont des ministres aussi. Et vous voulez... Vous voyez, mon voisin, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'admiration pour Jésus-Christ, pour garder la barbe aussi bouclée que lui. Tant mieux. Donc, j'étais donc en train de chuter en disant que ce n'est pas les problèmes que nous venons régler dans la crise anglophone, ce qu'on appelle la crise anglophone, doivent rester des problèmes qui intéressent et qui sont pertinents pour les Camerounais. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faille, en dehors de la sécession, parce qu'il y a eu des actes de rébellion, mais les autres aspects doivent faire, M. Garba disait tout à l'heure, il nous refaisait un peu l'histoire du Cameroun, vous allez vous rendre compte que après chaque 15, 20 ans, le Cameroun est en crise institutionnelle. Merci. En 1961, nous avons eu des gens qui ont éprouvé le besoin de faire une réunification. En 72, des voix se sont élevées pour dire que, bon, le fédéralisme là, c'est comme si quelque chose qu'on peut briser d'un jour. Vous voyez un peu le divorce dont elle parlait tout à l'heure. En 92, des voix se sont élevées pour dire que... Non, je voulais juste vous faire comprendre que nous sommes dans une émission d'expression francophone et que Canal 2 a l'avantage d'offrir aux Camerounais des émissions bilingues. Donc, en 1992, des voix se sont encore élevées pour dire que
l'État unitaire ne règle pas les problèmes qui se posent. On est donc passé en 1996 à un État unitaire décentralisé et 20 ans après, nous sommes encore en crise. La crise est plus institutionnelle. Et ça fait partie des revendications fortes des anglophones. Et je suis contre ceux dans mon parti qui pensent qu'on ne peut pas débattre de la forme de l'État. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit débattre de la forme de l'État parce que, 1, ça s'enseigne à l'université, 2, il y a une assemblée qui est là pour légiférer, et si les Camerounais ne sont pas d'accord. Très bien. Belle interrogation. Au référendum. On reste sur le profil pour donner la parole à Martial Akoa. L'invitation de l'armée dans le débat, est-ce que on peut imaginer la grande muette en train de parler? Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord interpeller la casquette universitaire de mon contradicteur en face. Lorsqu'il nous reprend la rengaine de son patron, on dialogue avec qui? Moi, je me demande où est-ce qu'il a mis sa casquette universitaire. Lorsque j'évoque la question du peuple et de la communion, des âmes, des aspirations, on peut se demander comment ça se constate, ça se mesure également. Mais je pense que il existe bien des outils pour appréhender ces questions-là. Lorsqu'on va parler de dialoguer avec qui, il y a bien des outils qui permettent pour un universitaire de dépasser cette question-là. Donc, parce qu'on a un patron qui a dit une chose et on n'ose pas pouvoir dire le contraire, moi j'estime que c'est une des causes justement de notre crise institutionnelle. Dans un pays où tout le monde finit par faire allégeance, personne ne respecte son identité humaine, culturelle, intellectuelle, mais finalement, les institutions ne pourront pas fonctionner. La fonction publique, c'est pareil maintenant. Une anomie totale, un dysfonctionnement total, où on se demande qui fait quoi finalement là-dedans. Personne ne veut se différencier, se démarquer en disant, quel que soit ce que fait tout le monde, au moins on respecte ce que l'on est. Donc, voilà un peu les questions. Lorsqu'on se retrouve donc aujourd'hui dans ce dialogue à convoquer l'armée, on se demande si maintenant l'armée fait déjà la politique. Souvenons-nous de ce qu'on a l'habitude de dire, l'armée en dehors. Est-ce que cette manière de faire les choses a changé? L'armée pour venir faire quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas de représentants à politique qui peuvent prendre la parole à leur place? Et également, je voudrais qu'on prenne acte sur la question dite de la localisation, qu'on prenne acte que finalement, la solution militaire aboutit à une impasse. Personne n'a plus le courage de se porter dans ces parties-là pour les raisons de sécurité. Au moins, il fallait que cela soit dit, connu de façon explicite, et que justement, on puisse embarquer corps et âme dans la négociation en sachant que justement, l'armée a été jusqu'à ses limites totalement. Aïcha Noa, c'est également votre opinion. Peut-être pour satisfaire aux désirata de Sainte-Éloi Bidon, vous allez le dire en français. No, I'm sorry. I'm going to speak in English. Before, I think I'll call him my dad, with all due respect, because also in the Cameroon Party for National Reconciliation, we are young, but we respect our elders. But it doesn't actually keep us from the fact that we need to tell our elders the truth. He did mention that the dialogue has just begun. And if he's talking about the dialogue, I think he's talking about the national dialogue. And you cannot talk about the dialogue without the Anglophones. Cameroon is a bilingual country, my dear father, and nothing will change that. Est-ce que les Camerounais le sont, madame? C'est ça la question. Oh yes. You can say Cameroonians are not bilingual. Si on vous met sur le plateau ici, 4 personnes qui ne comprennent rien, I take it. But you will not come in front of the whole world to marginalize me. And that is what we are talking about. Anglophones are crying day and night. They are marginalized, my dear father. It is true. And this is it in front of the whole world. That in a program like this, that the whole world is watching in America, everywhere, my dear father sits here, father of the CPDM, to tell me, a young lady, that I don't have to express myself in English. I'm also a Cameroonian like you, Daddy.
I have to express myself. If there is another Cameroonian who is not bilingual, let the person be bilingual because Cameroon is bilingual. So Cameroonians need to do efforts to be bilingual. I think this is something that Cameroon has to actually fight for. And now to answer to my question, please. Come back to your question, sir. Yes, à propos de l'armée, la participation de l'armée dans le débat. Exactly. Thank you very much. The place of the military in the debate, I think that the military has to play a great role because they were in the field. They were in the battlefield. But on the bottom line, the military is there for security. I think they taught us that in school. The military is not there to cause conflict or something. Yeah, something happened. There was war somewhere. Let me say, the president of the republic is our father. And if children are fighting and he can go down there to stop the fight, he had some people he has to send. But I think he was not supposed to send the military first. The military is there to secure the people. But when the military go on the field to fight the people, it becomes something else. I think that's the reason why we've gotten to this point. Reasons why Cameroon has been affected economically, psychologically. People are out of Cameroon now. I mean, more than 500,000 people are out of Cameroon. They are living in a hostile condition out of the country. Are we forced to migrate from our country when we are not ready? That's the question. Thank you. Sorry, I'm not done. So the military has a great role to play because they have been in the field. While on that table, they have a lot to contribute for dialogue, for peace, because they are out for peace. They have to be there. So they contribute a lot. They bring out the points. I mean, they have experienced that harsh and hostile condition. They need to be there to say, okay, this is what we have seen. We think this is where the problem somehow came out from because the Anglophones will be there. So if the military put their own up, bring their own contributions up, I think it will be a great deal and we're going to have a great national dialogue. Honorable Yves Martin Aranda Siga, peut-être, je voudrais que vous réagissiez sur la question de l'intervention de l'armée à ce débat. Oui, je vais réagir. Est-ce que ce n'est pas incongru? Non, non, ce n'est pas incongru. Elle a bien expliqué pourquoi il est bon que l'armée amène son point de vue. Elle a été dans ces régions, elle a été au contact de la population, elle a été au contact des difficultés. Et je pense qu'il est important qu'elle apporte sa contribution, sa manière de voir les choses dans ce débat. Il y aura forcément un intérêt à avoir le point de vue des hommes en tenue là-dessus. Et pour dire à notre panéliste du SDF que c'est pas que l'armée a atteint ses limites. C'est que jusqu'à présent, il y a une option claire qui a été choisie par le chef de l'État, à savoir limiter la perte en hommes, limiter l'usage de la force, limiter cet usage de la force à la défense des personnes et des biens, mais ne pas rentrer en conflit. Très sincèrement, je pense que si l'armée camerounaise avait reçu l'injonction de mettre fin à ces chefs de guerre que moi j'appellerais tout simplement, je ne sais pas moi, des bandits, hein, pour les exactions, les rapts, les kidnappings, les meurtres en direct, filmés, etc., l'armée aurait pu le faire. Mais le prix à payer risque d'être lourd pour la suite de l'État. C'est pour ça que, pour l'instant, est fidèle à son option de tout temps, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, il choisit toujours le dialogue ou une solution pacifiste. Par contre, je voudrais revenir sur l'intervention qui peut sembler incongrue de M. Bidon-Eloi sur le bilinguisme. Et il ne faut pas prendre son intervention pour de la marginalisation. Ce n'est pas de la marginalisation. C'est tout simplement une interprétation différente du bilinguisme. Il y a d'autres pays bilingues dans le monde. Quand vous allez en Belgique, il y a les Wallons et les Flamands qui sont bilingues. Mais vous ne verrez jamais dans une émission de télé parler en flamand et en wallon en même temps. Quand vous allez au Canada, le Canada est un pays bilingue. Je vous mets au défi de prendre une émission de télévision au Canada et de voir les gens s'exprimer à la fois en anglais et en français. C'est aussi une question qui peut être posée. Elle n'est pas tout à fait incongrue. Et de grâce, ne pensez pas qu'il s'agit d'une marginalisation. C'est tout simplement une conception différente qu'il a du bilinguisme. Et le Cameroun, effectivement, a une conception très particulière qui peut parfois poser des problèmes lorsque vous arrivez dans un amphithéâtre. Hein. En tant qu'enseignant, on a souvent eu ces difficultés-là, de s'exprimer dans une langue dont on n'est pas sûr que tous les étudiants qui sont là soient au même niveau de compréhension. Et à ce moment, effectivement, les risques sont grands d'avoir certains qui comprennent
et d'autres qui ne comprennent pas, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Et là, c'est la faute de qui? La faute revient à qui? Aux institutions. Aux Parce institutions, que justement, nous avons fait l'expérience, moi-même, élèves, aux nous sommes étudiants. les produits de ce système-là. J'ai eu des enseignants, au début, nous nous plaignons, mais à la fin, on les remercie de nous avoir donné des enseignements en Quel anglais. que soit le cas, vous ne pouvez pas mesurer le niveau de compréhension et exiger qu'il soit le même pour tout le monde en fonction... De plus en plus au Cameroun, les gens s'expriment comme madame indifféremment en français et en anglais. Je dis de plus en plus. Je dis de plus en plus. Donc n'arrêtez pas, n'empêchez pas. Voilà, vous n'avez que l'insulte là-bas, RDPC, l'arrogance. Il n'y a que l'insulte et l'arrogance au RDPC. Nous parlons des choses. Moi, j'en suis un. Je ne sais pas moi qui me plaint de l'anglais. Je vous dis puisque vous avez souhaité, c'est une conception différente. Oui, mais le Cameroun a le droit à son expérience à présenter un cas différent. Oui, mais de la même manière que le Cameroun a le droit à une expérience. Puisque vous avez ouvert le débat, je vous en prie. Chacun a le droit d'avoir une conception différente. Très bien. Chacun va avoir 30 secondes sur le sujet. Je vous en prie. Chacun va effectivement avoir, puisque cela fait partie des sujets, Martial Akwa, qui ont été, entre guillemets, prescrits par le chef de l'État camerounais comme faisant partie donc, de ces sujets à débattre à l'occasion de ce dialogue national. Chacun va avoir 30 secondes là-dessus. Je voudrais qu'on s'entende, qu'on soit donc au même niveau d'entendement. Pour vous, le bilinguisme camerounais, c'est quoi? Honorable Bassika. Le bilinguisme, c'est la possibilité qui est donnée. Je dis bien une possibilité, pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est la possibilité qui est... Est-ce que le bilinguisme signifie chacun s'exprime dans la langue où il se sent le mieux pour véhiculer son message, quel que soit son interlocuteur, ou alors est-ce que cela signifie qu'il y a des canaux, des règles à respecter par rapport à un territoire? Non. Il n'y a pas de canaux à respecter par rapport à un territoire. Chacun s'exprime dans la langue qu'il préfère. Mais, ce faisant, la personne qui choisit de s'exprimer dans cette langue doit pouvoir comprendre que son interlocuteur ne puisse pas tout comprendre. Parce que son interlocuteur n'a pas la même facilité que lui dans alors, cette langue. La faute en ce moment à l'émetteur ou au récepteur? Non, ce n'est pas à l'émetteur ou au récepteur. Pourquoi chercher la faute de quelqu'un? C'est un constat simple. Pourquoi vous si voulez... vous vous exprimez bien en anglais, moi moins, forcément je comprendrai. Mais la faute à qui? Parce que vous vous exprimez au système éducatif, mis en place. Non. Il ne faut pas chercher de responsabilité tout le temps. Il faut les assumer. C'est une possibilité. Et pour preuve, tous les documents officiels sont dans les deux langues. Voilà. Sauf quelquefois. Non, sont dans les deux langues. Sauf quelquefois. S'ils ne le sont pas, c'est une faute. Tout à fait. Tous les documents officiels sont dans les deux langues. Parce qu'on part du principe que tout le monde ne maîtrise pas forcément les deux langues. Et que chacun doit comprendre au moins une des deux langues. Voilà pourquoi ils sont... S'il était effectif que tout le monde maîtrise les deux langues, alors les documents officiels seraient alternativement en français ou en anglais. Très bien. Puisque tout le monde comprend les deux langues. S'ils sont dans les deux langues, c'est bien pour donner la possibilité à chacun de lire le document officiel dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Donc c'est une possibilité qui est offerte aux Camerounais, qui découle, comme il a dit tout à l'heure, de notre histoire. Mais ce n'est pas une obligation. Très bien, chacun va voir. J'ai promis de donner 30 secondes à chacun sur la question. Aladji Baba Garba, pour vous, le bilinguisme, c'est... Vous rejoignez l'honorable... J'irai au-delà de 3 secondes. 30 secondes. Je crois que là, nous touchons du doigt le vrai problème qui nous amène ici ce soir. Un des problèmes. Un des problèmes, si vous voulez. Ce problème de langue, voyez-vous, est un des problèmes clés du problème de nos eaux. Pourquoi je le dis? Le Cameroun est bilingue après la réunification, mais c'est un bilinguisme à 2 vitesses. Autant nous autres francophones ne sommes pas obligés de parler anglais, autant les anglophones sont obligés de parler français. Je m'explique. Voyez-vous, nous sommes dans une république, d'abord unie et aujourd'hui unitaire, bilingue. Mais nos frères anglophones sont dans un système anglophone. Ils ont leur bac anglophone. Ils viennent à Yaoundé pour suivre leurs études supérieures, soit dans des écoles de prestige comme l'ENAM, le CUS, les STIC, j'en passe, les MIA. Toutes ces écoles que je viens de citer sont francophones. Vous comprenez?
Tandis que nous autres, qui avons fait des études en français, nous sommes comme dans un poisson dans l'eau, dans ces écoles-là. Mais eux, ils sont obligés de s'adapter, de se mettre à notre niveau. Vous voyez leurs efforts. Et ça crée frustration. Ils sont frustrés. Et n'en parlons plus dans le travail. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai travaillé au Fonader en tant que directeur d'agence. Tous les mois, nous venions à Yaoundé donner les rapports d'activité. Il y avait 10 provinces à l'époque. Il y avait 2 provinces anglophones. Nos collègues anglophones qui venaient de Bamenda et de Kumba, parce que notre agence était à Kumba, devaient donner leur rapport en anglais. Mais je vous assure qu'on ne les écoutait pas. Hein. On se foutait d'eux-mêmes. Dès qu'on a écouté nos rapports qui venaient de Garoua, Maroua, Douala, Yaoundé, le reste, on s'en foutait. Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. À ce niveau-là, quelle frustration. Bon, vous comprenez davantage la frustration des Camerounais dits anglophones. Absolument. Très bien. Absolument. Cette loi bidon, le bilinguisme pour vous, c'est quoi? 30 secondes. Moi, je ne comprends pas leur frustration. Je suppose que la dame est consciente qu'elle fait du folklore sur le plateau en s'exprimant en anglais. Je vous dis encore que le Cameroun est bilingue, c'est-à-dire que le Cameroun, il y a eu une partition du Cameroun sur la base d'une règle, et on a décidé que ceux qui sont là-bas seront colonisés par les Anglais. Ceux qui sont ici là seront pour langue principale le français. Et il y a 2 pays au monde qui sont comme ça. Il n'y a pas les noms là-bas. Qui ont les 2 langues. C'est un problème très sérieux que on est en train d'aborder et c'est un problème capital. On se retrouve donc avec des gens qui sont anglophones, tout simplement parce qu'ils sont nés sur une partie où la règle est passée de l'autre côté. Mais c'est pour ça que je dis, quand moi j'étais étudiant à l'université, on se plaignait déjà, il y a plus de 30 ans. On disait déjà, le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne le sont pas. Quand on nous envoyait des professeurs nous faire des cours de sociologie politique, d'anthropologie en anglais, je vous assure que nous avons loupé le virage du bilinguisme à partir de là. Donc, il est grand temps aujourd'hui. Et ça fait donc partie des problèmes qui se posent avec acuité. Je vous dis encore, M. Essonou, vous êtes dans le cadre d'une émission d'expression française. Là où vous nous avez invités là. Si vous aviez invité tant de panélistes où personne ne comprend l'anglais, et elle parle anglais et vous comprenez un peu, je crois que vous aurez loupé votre émission. Vous venez demain. Oui. Non, je ne vous note pas. J'attire juste l'attention sur le fait qu'on doit reconsidérer le bilinguisme. Alors, le bilinguisme, c'est quoi? Cela fait partie des débats. Oui. Que nous, on alors, pour pouvoir si la dame me reproche de ne pas comprendre anglais, et c'est des francophones, le bilinguisme signifie... C'est des francophones qui parlent donc couramment anglais. Et sont quoi? Anglophones, non? D'où Camerounais. Oui, non, justement. C'est là le problème. Moi, je vous dis, mes enfants, moi, je ne sais pas parler anglais. Tous mes enfants vont à l'école chez les anglophones. Et parlent couramment anglais. La chance que moi, je n'ai pas eu d'avoir des écoles bilingues. Et la frustration est devenue beaucoup plus importante encore. Parce qu'on a créé des annexes, des grandes écoles, justement, dont on parlait tout à l'heure, en zone anglophone, mais d'expression francophone. Très bien. Vous voyez? Marcel Lacour, le bilinguisme pour vous, c'est quoi? La question du bilinguisme, pour moi, renvoie à la question de l'ambition politique. Hein? Et la question de la compétence de ceux qui nous gouvernent. Je ne sais pas où monsieur le député envoie ses enfants à l'école, mais je sais que beaucoup de son parti du sommet les envoie par exemple à l'école française.
Non. La plupart. Je sais de quoi je parle. Ne le dites pas, s'il vous plaît. Soyons plus honnêtes. Soyons plus honnêtes. Je dis ici au Cameroun. Je peux vous laisser dire beaucoup de choses. Je vous en prie, je vous en prie. Nous pouvons y aller demain et faire un petit sondage. Le peuplement du Nozo. Nous pouvons faire un petit sondage. Laissez-moi donc continuer. Même si vous ne seriez pas content, mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre, permettez-moi de parler, je vous en prie. Permettez-moi d'exprimer jusqu'au bout. Je sais de quoi je parle. Donc, sur ce plan-là, vous ne pourrez pas me damer le pion. Mais ce que je veux dire, quand je parle de la compétence, quand je veux parler de la compétence, ça signifie quoi? Quand on veut former les enfants au bilinguisme, on sait quels moyens mettre. Madame peut approuver, madame. Est-ce que vous pensez que le système RDPC aujourd'hui a mis les moyens qu'il faut pour que les Camerounais soient effectivement bilingues? J'ai été dans une grande école au Cameroun où on se préoccupait de nous former au bilinguisme. Nous avions des laboratoires de langue dans cette grande école. Et pourquoi on n'a pas pu avoir ça dans tout le pays? Ça coûtait combien? Devant tant d'argent dilapidé à gauche, à droite. Voilà les vraies questions sur le bilinguisme. Et pas nous raconter du n'importe quoi là-dessus. 1. 2. Monsieur vient de parler de la sociologie. Mais j'aurais bien aimé qu'on fasse une petite analyse sociologique de la question du bilinguisme au Cameroun pour y découvrir une diversité immense qui montre le génie de ce peuple sur la question du bilinguisme. Lorsqu'on va à Bamenda, vous rencontrez plein de... ce peuple ou bien de ces populations? De ce peuple, dans sa globalité. Je voudrais dire qu'il y a toute une diversité, toute une vie profonde sur la question du bilinguisme, mais qui n'est pas du tout prise en compte par nos gouvernants. Donc, c'est tout cela étant des faits qui font que nous allions toujours vers l'impasse et certains qui veulent toujours nous ramener en arrière dans le sens de... Pardon, je veux conclure, dans le sens de leurs intérêts à eux et pas sur la question du Cameroun de demain, de l'avenir. Ils veulent toujours nous ramener en Cameroun du passé selon leurs intérêts. Très bien. Je veux juste évoquer... Je voudrais qu'on avance. Oui, mais juste un parallélisme. Le temps est très vite passé. En tout cas, le temps passe très vite. Juste un parallélisme des formes. Parce que comme l'a dit tout à l'heure... vous êtes deux sur le plateau, hein, on vous entend deux fois. Juste un parallélisme des formes. Il a dit tout à l'heure, certains sont anglais parce que la règle est passée par là. Donc, c'est un découpage géographique. Oui, mais nous tous on est passés. Nous parlions nos langues traditionnelles. On a appris anglais et français à l'école. Dialoguez, monsieur. On a appris français et anglais à l'école. Nous avons nos langues traditionnelles. Donc, c'est un faux débat, celui-là. Vous laissez finir. Monsieur, à quoi dialoguer signifie quand écouter. je parle de parallélisme des formes. Donc, c'est un problème géographique. Et c'est un problème géographique qui a donné à deux régions sur 10 l'expression anglaise. Et il y a 8 régions sur 10 l'expression française. Personne des Camerounais n'est responsable de cela. Personne. Autrement dit, ce qu'il disait tout à l'heure est tout à fait juste. Quand un anglophone va sortir pour venir dans une région francophone, il sera obligé de se mettre au français s'il veut se faire comprendre. Et à contrario, lorsqu'un francophone descend dans une région anglophone, en dehors, je parle ici en dehors des obligations officielles, lorsque vous avez des responsabilités administratives ou officielles, où vous êtes tenu de vous exprimer parfaitement dans les deux langues. Mais ce qu'on reproche aux francophones, moi j'aimerais qu'on me dise combien d'écoles francophones il y a dans les régions anglophones. Combien il y a d'écoles francophones? C'est ça le parallélisme des formes. S'il vous plaît. Hein? Il n'y a pas autant d'écoles anglophones. Il n'y a pas autant d'anglophones à Boya parlent anglais ou à Bamenda qui parlent anglais. Il n'y a pas autant d'écoles francophones. Mais combien de ceux-là parlent français et correctement? Anglophones dans les régions francophones. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il ne faut pas mettre de la passion dans ce débat-là. Non, c'est de l'objectivité, c'est de l'analyse, c'est de l'analyse sociologique. Il y a de plus en plus de Camerounais qui mettent leurs enfants dans les écoles bilingues, anglaises ou françaises, indistinctement. C'est cette évolution que je veux que nous considérions par rapport à l'évolution du pays. Marcel, on vous a compris. On va faire recours à l'intelligence d'Aïcha Inoua qui parle aussi bien français qu'anglais. Pour répondre, je voulais ouvrir une parenthèse pour la refermer très rapidement. On va continuer avec notre lancée sur la question du profil des personnes qui pourraient être convoquées à ce débat. D'ailleurs, la question que j'aimerais vous poser, Aïcha Inoua, c'est au regard de ce qui se passe maintenant, les partis politiques, notamment de l'opposition, donc le PCRN, vont en ordre plutôt en désordre. Ils ne sont pas coalisés pour pouvoir aller à cette rencontre-là. Il n'y a pas des initiatives qui ont été pensées, implémentées en vue d'une éventuelle concertation des partis politiques de l'opposition, notamment avant ce grand débat. Qu'est-ce à dire?
Thank you for this wonderful question, but then, I'm sorry, I need to come back to what is bilingualism, because I feel devastated and I feel so disappointed that I'm on this program with elderly and educated people, yet I feel they don't understand the sense or the definition of bilingualism. Please permit me, with all due respect. I told you in the Cameroonian Party for National Reconciliation, we are young, but it's very respectful, yet we do not allow ourselves to be rolled in the mud. Thank you very much. Bilingualism, I'm going to say, is the capacity to speak and understand 2 or more languages. Simple. What don't you understand? There is no taboo for me to intervene in a program on TV which is called a French program. English and French has been made official in Cameroon, yes or no, my dear father? They are official languages, which means a Cameroonian should be capable to express himself in English and French. If you cannot express yourself in English and French, how then do you interact with your fellow Cameroonian? I think there is a big question there. Now, coming back to your question, sir, it brings me to, it reminds me what happened during the presidentials, where my president, my leader, Cabral Libi, went to other parties asking them that they should come together, they should form a coalition, you know, because it's never easy, you know. We call our father, President Paul Biya, a lion. And you know, when a lion is already more than 37 years old, he is very strong. To remove him, to shake him from a particular position is never easy. So unfortunately, he was dropped down, and simply because he is young. Now, when it came to the national dialogue, he has been doing it. He has even addressed letters. He has said it on Magic FM. He was on television all this while. You heard him. He has been telling people, he has been sending the message to the other oppositions that they should come together. You know, it's an opportunity for them to come together as a strong force to come up with good proposals, because it's not like we don't have proposals. We're having wonderful proposals for that. Donc il y a les propositions du PCRN qui ne sont pas partagées par les partis politiques de l'opposition, qui vont devoir aller en rang. No, not that they are not. Not that they are not. How can I put it? Not that they are not. They are not shared with the other political parties, but it's time that they come together. Though it may be a little bit late, but I think even if they go individually and deposit the propositions, we might have the chance to still come together and work together, because at the end of the day, during the national dialogue, everybody will come up, they will actually sense, they will choose which or which point is more important and viable for this national dialogue. And that's what they're going to put on the table, and everybody is going to taste a little bit of it and say if it is salty or it is so sugary. And I think that will be the final. Merci à la Cour. Répondez également à cette question. Je voudrais embrayer juste après elle pour que ceux qui nous comprennent puissent bien comprendre la dynamique en cours. Votre question, j'ai bien peur qu'elle nous renvoie encore à des logiques d'appareil de gouvernement et nous faire aboutir à encore des politiques politiciennes qui ne résolvent aucun problème. Il y a cette dimension-là qu'il faut parfaitement éviter. Ce qui se passe, par exemple, au niveau du SDF, il y a toute une circulaire qui a demandé à tous les militants d'apporter leur contribution à l'interne pour qu'on puisse les associer, en faire tout un document de la contribution du SDF à ce dialogue. Et vous conviendrez avec moi que dans cette perspective, c'est toute une ouverture à intégrer les points de vue d'où qu'ils viennent. Donc, quelque part, si on fait ce travail avec un minimum de bonne foi, l'essentiel, c'est de trouver un canal par lequel ce que pense chaque Camerounais puisse arriver au sommet. Le Premier ministre mais le plus grand problème... Une plateforme sur Internet pour pouvoir permettre à chaque Camerounais de faire parvenir ses propositions. Par exemple, mais le plus gros problème se pose par rapport à ceux d'en face, c'est-à-dire où est-ce qu'il y aura cette ouverture à intégrer tous ces éléments et même à savoir les interpréter en termes de réforme institutionnelle, c'est-à-dire décliner ces sollicitations, ces demandes en termes de réforme institutionnelle. C'est aussi tout un travail qui demande à respecter les points de vue à la base, d'où j'en reviens encore à la question de l'analyse sociologique des questions pour comprendre les fondements, les motivations profondes, pour maintenant
constituer ce pays harmonisé où les gens se reconnaissent dans les uns et les autres, dans leurs intérêts, dans l'intérêt et le devenir commun. Aladji Baba, vous qui êtes président de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, je voudrais que vous me répondiez un peu plus sèchement, le temps nous faisant un peu défaut. Est-ce que selon vous, le modèle de convocation des visages ou alors le modèle de sélection de ces visages, personnalités qui devraient participer à ces débats, doit s'arrêter au strict principe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale? Écoutez, le Cameroun a plus de 20 millions d'habitants. S'il faudrait qu'on convoque 20 millions d'habitants pour un dialogue, vous comprenez que ça deviendra de la cacophonie. Donc, il faut bien un échantillon. Il faut un échantillon. Et... Sur quel modèle? C'est la question que je vous pose. Très bien. L'échantillon, à mon avis, n'est pas mal pensé. Parce que figurez-vous que si on choisit les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, à travers un député, vous voyez bien qu'il y a du monde derrière. À travers un sénateur, il y a du monde derrière. Donc plutôt que de prendre toute cette population-là, on prend un de leurs représentants. Donc c'est normal qu'on prenne les partis représentés à l'Assemblée nationale. Ça fait un bon échantillonnage, à mon avis. Je n'en ai pas fini, s'il vous plaît. Allez-y donc. Voilà. La situation anglophone, ce que je voulais dire tout à l'heure et que vous m'avez empêché de parler, c'est que le débat, en fait, c'est quoi le débat? Le débat, c'est de chercher, tout à l'heure j'ai dit, que pourquoi voulez-vous que des gens qui hier voulaient la réunification, aujourd'hui refusent la réunification? Jusque-là, nous ne sommes pas entrés dans ce débat. Le pourquoi, là, on a essayé d'effleurer avec le problème de bilinguisme. Voilà un bon problème. Ça, c'est un des problèmes. Mais il n'y a pas que ça. Les ressources minières, l'endettement. Pourquoi pas? Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les institutions de la République. Les institutions de la République. Tout à l'heure, vous avez parlé du passage de fédéralisme à d'État unitaire, ainsi de suite. Il y a eu des institutions qui ont accompagné tout cela. En 1961, il y avait un État fédéral. Il y avait un président de la République francophone et un vice-président anglophone. À la République unie du Cameroun, il y a un président de la République, il n'y a plus un vice-président anglophone. Tout ça pourquoi? Pour quel Peut-être résultat? que on est en train d'aller dans le sujet. Aujourd'hui, hier ils étaient deuxième personnalité de la République. Aujourd'hui, dans la hiérarchie protocolaire, à quel rang se trouvent-ils, les anglophones? Ils sont loin. Je crois que vous me comprenez. Donc c'est autant de frustration qu'il faudrait que le dialogue qui va commencer dans quelques jours se penche dessus. C'est pour ça qu'il faut commencer par la nature, la qualité des personnes qui vont animer le débat. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir quel est, selon vous, le modèle de sélection qu'il va falloir implémenter. Vous dites qu'il faut les élus, d'accord, et après c'est terminé. Il y a les élus, il y a les leaders d'opinion, il y a les chefs traditionnels. Tous ceux qui peuvent représenter le Cameroun, on les connaît. Honorable Asiga, il faut combien de personnes pour débattre qui seront donc représentatives pour les populations camerounaises? Non, c'est difficile d'avancer un chiffre ou un nombre de personnes. Ce qu'il a dit est tout à fait juste. Il faut des gens qui soient représentatifs au niveau de l'opinion. Et surtout... C'est plus une question de méthodologie. Ce que je cherche, les points de convergence que je peux avoir avec M. Akwa, et j'en ai trouvé un. Surtout, il ne faut pas... On ne s'y attendait pas. Oui, mais on en a quelques-uns. Il ne faut pas partir à ce débat en tant qu'opposition. C'est ça le danger. Il y a eu, et c'est pour ça que je suis revenu tantôt sur la tripartite. La tripartite, c'est un dialogue politique. Opposition, exécutif, société civile. Pour essayer d'être entre les deux courants et de trouver... C'est quoi la différence avec le présent dialogue national? Le présent dialogue n'est pas un dialogue politique. C'est un dialogue sur des sujets d'intérêt, sur des sujets de société qui intéressent tous les Camerounais. Il faut y aller. Un parti est représentatif d'une certaine catégorie de la population. Comme il l'a dit un chef traditionnel, un leader d'opinion, les leaders religieux le sont. Donc il faut que toutes ces personnes soient représentées, hein, des gens qui ont une reconnaissance populaire. Mais il ne faut pas y aller dans ce dialogue en termes
de RDPC ou d'opposition, on ne doit pas forcément être en contradiction. J'entendais tout à l'heure demander, est-ce que vous avez réuni l'opposition pour se mettre d'accord? Ils n'ont pas à se mettre d'accord. Chacun vient avec les problèmes qui concernent les Camerounais qu'il estime devoir poser à l'occasion de ce dialogue-là. Et ça fait les affaires du RDPC? Pourquoi ça fait les affaires du RDPC? Les affaires du RDPC sont les affaires du Cameroun. Pas les forcément, affaires du SDF pas sont forcément. les affaires du Cameroun. On n'est pas d'accord sur la manière on n'est pas d'accord sur la manière de le penser ou d'agir, mais je ne pense pas, je ne suis pas sûr que, en tant que membre du RDPC, j'ai plus envie ou moins envie d'un Cameroun meilleur qu'un citoyen, soit de son parti, soit de le sien. Les moyens d'y arriver divergent. Mais je pense qu'on a tous un intérêt commun pour un avenir meilleur pour le Cameroun. Donc il faut venir dans ce dialogue, je disais avec l'esprit un peu dégagé. Si on arrive dans des logiques de parti, c'est-à-dire qu'on vient dans ce dialogue affronter le RDPC sur des sujets, alors effectivement, il sera plus difficile d'avoir des sujets de conversation. Cette loi bidon, dans ce spectacle que je voudrais qualifier de compliqué finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne doit pas réserver une place également importante aux prisonniers? Je pense à Eneni Ephraim, je pense à Maurice Kamto. Quel est le mécanisme institutionnel qu'on pourrait mettre sur pied pour pouvoir également entendre ces prisonniers-là? C'est de la provocation. Non, je voudrais tout d'abord vous dire, monsieur Essono, que la confession de mon ignorance en ce qui concerne la langue anglaise vous a permis de mettre le doigt là où il faut et là où ça fait mal. Et je crois que les autres, la concurrence vous suivra dans ce débat et on pourra dire Essono Gisela à suivre. Bon, ceci étant dit, je dis que le problème que vous voulez poser est celui de la qualité des personnes qui viennent au débat. Et d'entrée de jeu, on entend des gens spéculer sur des noms à exclure. L'armée, les partis politiques, la communauté internationale et autres. Je suis de ceux qui pensent que le linge sale se lave en famille. Et quand on veut laver le linge sale en famille, on intègre tout le monde. Et c'est pour ça que le dialogue s'appelle le dialogue inclusif, c'est-à-dire des échanges en considération de toutes les parties prenantes dans cette affaire. Donc, pour moi, il serait malvenu, indécent même à la limite, de dire que des hommes qui ont délibérément décidé de plonger le pays dans le chaos et qui ont été arrêtés, jugés, condamnés pour des délits de rébellion viennent s'asseoir sur la table la loi sans avoir je crois, demander des excuses d'abord au président de la République et au peuple camerounais d'une manière générale. Quant à Maurice Kamto, je dis que Maurice Kamto est un prisonnier de droit commun. Vous pensez que sa présence au palais des congrès, si c'est là-bas que le débat va se tenir, va apporter, en dehors peut-être du désordre, va apporter une plus-value au débat? Non, je ne pense pas. Il reste là où il est pour les faits qu'il a commis, qui l'ont disqualifié, mais son parti peut être appelé au débat. Est-ce qu'il faut forcément aller chercher Maurice Kamto? Sinon, pourquoi on n'irait pas chercher Maria Famidou Yaya? On n'irait pas chercher Maria Famidou Yaya, on n'irait pas chercher Atanamabara, que les uns et les autres considèrent comme des prisonniers politiques, mais qui sont en fait des prisonniers de droit commun. Donc, alors, je voudrais qu'on aborde maintenant la question de la participation des diasporas et des partenaires et aussi des partenaires pour parler justement de cette communauté internationale. Alors, il y a des diasporas qui sont, selon les cas classés, en diaspora institutionnelle, non institutionnelle, belligérante, opposée au régime de Yaoundé. Ça, c'est d'un cas. L'autre étant les organisations internationales qui se sont manifestées pendant que la crise s'enlisait pour revendiquer ce débat. Maintenant qu'il est institué, va-t-on ou ne va-t-on pas les associer à ce dialogue? Je pose la question à vous, Martial. Du moment où ces jalons ont été posés, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique. Et quand une chose est bien faite,
il faut savoir reconnaître que c'est bien fait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et le SDF a exprimé sa satisfaction quant à l'invitation des partenaires internationaux. D'autant plus que, comme je l'ai souligné à l'entame, il se trouve que ce dialogue va nous amener à rediscuter la question de l'indépendance et de la tutelle coloniale, du rapport avec ces tutelles-là. Il serait intéressant qu'il soit là. Il serait intéressant qu'on discute clairement de la question des ressources minières qui font l'appétit des puissances étrangères. Donc si ces responsables pouvaient être là eux-mêmes pour discuter avec le peuple camerounais, pourquoi pas? Et également la gestion de ces ressources minières, parce qu'on ne pense pas que ce ne soit que les sécessionnistes qui veulent faire une captation sur ces ressources minières à leur profit. Il faut se demander, il faut essayer d'ouvrir les yeux sur toutes les formes de captation de ces ressources minières qui ont lieu, qui ont cours au détriment du peuple dans sa globalité. Donc maintenant que la parole puisse être donnée au peuple pour qu'il exprime sa voix et ses revendications sur ces questions, mais surtout des propositions de fonctionnement, de réformes institutionnelles valables. Également la question de l'endettement, la question de la monnaie. L'endettement, par exemple, lorsqu'on se rend compte que tout est également lié aux ressources minières, la question de l'endettement, il faudrait qu'on se le dise. Ou cet endettement, il y a lieu de se demander, endettement à quel effet, pour quelle efficacité? C'est tout ça à revoir. Et qui est la source des frustrations du peuple, de tant de masse de désœuvrés de ce pays que l'on tient pour racailles, alors que c'est des êtres humains qui ont toute leur dignité, leur capacité, leurs compétences, qui n'attendent que cela soit mis en valeur pour faire de notre pays un grand pays. C'est ça notre aspiration. Aïcha Inoua, sur la question justement de ce dont il parlait tout à l'heure, la communauté internationale, faut-il oui ou non l'associer, et même des diasporas, comment cela peut s'opérer de façon pratique et pragmatique pour que ces entités-là soient associées au débat? First of all, I would say those of the diaspora are first of all Cameroonians. Because when we're talking about the diaspora, we're talking about Cameroonians based out of the country, overseas. So I think it's very important that they should be part of this, because Cameroon, any problem in Cameroon concerns them. It concerns everyone called a Cameroonian, bearing the Cameroonian nationality. It's very important. What is happening in any part of Cameroon that is being affected, be it economically, be it politically, be it socially, they feel the impact because they always come back into the country to do one or two things. They have their families back home. Even those who do not still have, who are not still bearing the Cameroonian nationality, still have their families here. So no matter what, they always have one or two things to come back to Cameroon to do. So I think their own participation or contribution in this national dialogue is very immense and is very, very important. Reason why they have to come and sit on this table of the national dialogue and bring in their own propositions. And together we're going to have solutions that is going to better the smooth functioning of our beloved country, Cameroon, because honestly, we have been living in a total folklore. I mean, the CPDM has made us, we have been living this nonsense for 37 good years. And I think it's time that Cameroonians out of Cameroon and in Cameroon should open their eyes wisely. I'm talking about wisely, not just coming to say nonsense, no, but use their intellectual capacities to tackle this question the way it's supposed to be tackled. Thank you. Honorable Martin Aranda Siga, est-ce que la première barrière, ne sera pas le principe de la non-acceptation de la double nationalité des Camerounais? On les appelle à venir débattre, mais certains ont déjà acquis la nationalité d'autres pays et donc ne sont plus Camerounais pour pouvoir participer au débat camerounais. Ça pose un problème et ça dépendra d'eux. Et je suis d'accord avec Aïcha Inoua sur la nécessité que la diaspora participe à ce dialogue national. Par contre, je ne vois nulle part dans le discours du patron d'inviter des autres pays à participer à ce débat-là. Moi, je n'ai pas encore eu cette information. C'est un dialogue national qui a demandé à la participation de tous les fils et les filles, sans exclusive. Mais vous ne trouvez pas la nécessité d'avoir ceux qui tirent les ficelles?
Non, ce n'est pas nécessaire, parce que lorsqu'ils débattent chez eux, ils ne nous invitent pas. Mais non, Donc, nous ne donnons pas des ordres là-bas. Lorsque le président Macron disait dernièrement, permettez-moi, c'est votre choix. Non, je j'avais vous la en prie, parole. oui, c'est vous qui l'avez, c'est vous la paix, je voulais juste une petite parenthèse. Non, je ne vous permets pas, parce que je veux juste la possibilité de l'exprimer après. Non, voilà. Donc je ne vous permets pas sur ce coup-là. Allez-y. C'est la politesse. Sur ce point-là, c'est un dialogue national. Alors, la diaspora, forcément, c'est une partie des forces vives de la nation, même si elles sont à l'extérieur. Elles doivent participer au débat. Maintenant, le problème de la double nationalité, il y a des raisons. Je vais vous citer une anecdote assez cocasse me concernant personnellement. Lorsque nous avons eu une pétition à l'Assemblée pour justement demander la double nationalité. Eh bien, en tant que parlementaire, j'étais opposé au fait d'autoriser la double nationalité, mais j'ai moi-même des enfants français et camerounais, et donc j'ai voté la pétition. Je me suis retrouvé entre deux eaux, parce qu'il est évident de demander à des enfants nés de parents français et camerounais de choisir une nationalité. Donc il est légitime que cela aspire à la double nationalité. Mais malheureusement, souvent le problème de la double nationalité n'est pas posé par cela. Il est posé par certains Camerounais qui ont émigré, qui sont restés depuis longtemps, qui parfois même sont partis avec un statut de réfugié. Et quand ce sont des grands joueurs, ça ne pose pas problème. Non, ça pose problème, même dans le football, ça posait problème. Quand Joël Matip vient jouer là, est-ce qu'il a la nationale? On ne lui donne pas ça. Oui. Mais justement, c'est pour ça que je dis ça pose problème. Ça pose problème. Mais Joël Matip, comme l'exemple que je reprenais, Joël Matip est métis. Donc il est né de parents camerounais. Mais il n'a pas renoncé à sa nationalité. Samuel Eto'o, il a la nationalité espagnole. Samuel Eto'o, par exemple. Nos ministres même ont des passeports étrangers. Vous connaissez... Non, c'est ne me posez pas cette question. Il connaît les passeports de nos ministres, il connaît là où nos ministres mettent leurs enfants. Il est très informé sur les ministres et les dirigeants camerounais. Il n'y a pas que vos services de renseignement qui fonctionnent. Les vôtres fonctionnent très bien. Voilà, donc, merci. Ce problème de nationalité n'est pas un petit problème. Mais comment faire le tri dans tout ça? Comment faire le tri entre les différentes raisons pour lesquelles certains ont pris la nationalité et l'activisme même de certains arguant de cette double nationalité et qui parfois font partie de ceux qui sont venus polluer le débat national. Donc c'est difficile de faire le tri. Mais par contre, on ira vers tous les Camerounais de la diaspora, puisque ça a été clairement dit dans le discours du chef de l'État que des missions seront envoyées pour discuter avec les Camerounais de l'étranger, donc ils ne seront pas exclus de ce débat. Alors, faites-moi une confidence, de vous à moi, ne le dites pas à haute voix. Le débat commence quand? Théoriquement, pour l'instant, les dates qui circulent sont celles du 29. Très bien. Aladji Baba, on va bientôt mettre la clé sur le paillasson. Je voudrais vous poser une question pour entrer un peu, même si c'est dans une certaine mesure. On a évoqué la question du bilinguisme, mais le fédéralisme est la forme de l'État. Qui a peur de ces débats? On en parle beaucoup sur la place publique. Pour le moment, mon parti, l'UPC, que dirige Bapo Lipot, l'honorable Bapo Lipot comme secrétaire général, sommes encore sur la décentralisation. Vous n'avez pas encore attaqué le terrain de la forme de l'État? Non. La décentralisation est en voie et on attend vivement les élections régionales pour mettre sur pied une véritable décentralisation au Cameroun. Bon, avant qu'on quitte d'ici, j'ai une proposition à faire parce qu'il faudrait que je la fasse. Nous venons de balayer quelques raisons qui ont amené nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à se soulever. Une des solutions que moi je propose, voyez-vous, c'est revenir sur la division administrative du Cameroun. Imaginez un tout petit peu que la région de littoral soit associée à la région du Sud-Ouest pour en faire une région Sud-Ouest littoral et que l'Ouest soit relié au Nord-Ouest pour en faire une région. Ne voyez-vous pas qu'on aura une solution sur cette histoire anglophone-là? Il n'y aura plus d'anglophones en tant qu'anglophones ou de francophones, mais il y aura un melting pot de parties. Déjà, traditionnellement, ils parlent presque les mêmes langues. Entre le Nord-Ouest et l'Ouest, entre le Sud-Ouest et le littoral.
Voilà une piste de solution. Très bien, on a bien retenu votre solution. Chacun va donc avoir 15 secondes pour les premières solutions par rapport à ce débat qui s'annonce. Il a déjà parlé, le RDPC a déjà parlé, laissez-nous prochain. C'est 15 secondes par personne. Le RDPC a déjà parlé à travers lui. Je voudrais vous rassurer que les débats vont se poursuivre dans ce sens-là et donc la parole sera davantage donnée à nos panélistes et pourquoi pas vous faire revenir sur ce plateau. Honorable en plus. Alors, je voudrais que chacun ait droit à quelques secondes pour quelques pistes déjà en termes de tenue et de contenu de ce débat dès le 29 septembre prochain, probablement. On commence par vous, Martial Lacroix. Oui, je soulève encore la question de la bonne foi en face. Lorsque nous évoquons, par exemple, la question des partenaires internationaux, toute l'influence internationale, qui n'est pas qu'un problème camerounais. Dernièrement, le président Macron osait dire devant les télévisions que, s'agissant de la Libye, il s'est trouvé qu'il y avait un dirigeant qui ne leur a pas plu. On l'a débarqué. De quoi il se mêle? C'est qu'il y a une illustration flagrante de l'ingérence dans les politiques africaines. Donc, la raison selon laquelle, quand ils font leurs affaires, on n'y est pas, alors qu'eux, ils se mêlent tout le temps de nos affaires, et souvent même, c'est eux qui décident des agendas. Les histoires sur le référendum, la Constitution de 1972, c'est que elle avait été concoctée par des experts français et tout ça. Mais c'est une histoire récurrente. Mais au lieu de jouer dans le noir, dans l'obscurité, dans les bas-fonds, dans mettons à nu toutes ces situations-là, au moins pour une fois. En quoi ça dérange le RDPC que pour une fois, on puisse aller sur ce terrain-là? Et pour ceux qui connaissent en plus l'Occident, comme me semble le fait penser M. l'Honorable, mais vous savez toute la considération que l'on a pour nous là-bas. C'est un qui me dit, c'est un Stephen Smith, quand il parle des Africains comme des incapables, des incompétents, lorsqu'on dit qu'en fait, nos situations dépendent tout le temps plus de la métropole. On a du mal à le démontrer, pour une fois que ce soit clair, pour que nous puissions prendre nos responsabilités vis-à-vis d'eux. La question de la monnaie, ça se décide où? À Yaoundé ou à Paris? C'est la raison pour laquelle il faut les impliquer. La question du franc CFA. Il faut impliquer la communauté bien sûr. Donc que pour une fois, ils puissent être devant le peuple camerounais dans une plus grande globalité, dans un discours franc. Donc le RDPC sort pour une fois du folklore, des apparences, que nous allions au fond des problèmes tels que chacun les reconnaît dans son fort intérieur dans ce pays. Cette loi bidon, 15 secondes. Je voulais tout d'abord dire que les problèmes de la diaspora sont connus depuis fort longtemps. La diaspora réclame 1. La double nationalité, 2. La création d'une mission, la création à nouveau d'une mission économique au niveau des ambassades. 3. Troisième revendication de la diaspora, la création d'un secrétariat d'État chargé des questions de la diaspora. Comme au Mali. Donc, toujours voilà, des rengaines. Voilà, donc, voilà les revendications de la diaspora. Non. Je dis que la diaspora, moi, elle ne me pose pas de problème pour sa participation. Mais on se rend d'évidence compte qu'il y a deux catégories de diaspora. Il y a une diaspora responsable, et je suis désolé de le dire. Et il y a le problème de l'intégration de la diaspora quand elle revient. Il y a un problème de l'intégration de la diaspora également. Pour ce qui est du fédéralisme, de la forme de l'État que vous évoquez, moi je dis, je suis francophone, mais je suis pour le fédéralisme. Merci. Ce n'est pas un problème anglophone. Alors, ils doivent comprendre ce qu'ils revendiquent sur la forme de l'État. Ils peuvent avoir raison, tout simplement parce que l'État unitaire décentralisé a montré ses limites. Il y a une crise de confiance vis-à-vis de l'élite. Il y a une crise. Merci mon frère. Une crise de confiance. Il y a une faillite politique des élites. Hein? C'est peut-être ça qui amène les gens à vouloir que le fédéralisme s'installe. Mais ils doivent comprendre qu'une réforme institutionnelle ne s'obtient pas par la force. Non. On ne peut pas, parce que on refuse de mener le débat sur la question du fédéralisme, aller prendre les armes pour imposer
pour que 22%, encore que impose à 88% le fédéralisme. Et là, je dis, que, allez, le débat. Je dis que le système gouvernant a tort de ne pas mener le débat dessus. Il faut le renvoyer là où il doit avoir lieu, à l'Assemblée nationale et à l'université, pour que les enseignants expliquent aux gens ce que c'est que c'est une question référendaire, non, ce n'est pas une question de Parlement. Et justement, on va donc arriver, même la réforme de la Constitution, c'est des questions référendaires. On va arriver au référendum et non plus à la prise des armes. Très bien, 30 secondes pour vous, Aïcha Inoua. Yeah, I'm happy that my co-panelist is really coming back to his senses. That is a wonderful one. So in the Cameroonian Party for National Reconciliation, we're talking about communitarian federalism, which is regionalization. C'est pas une régionalisation ethnique comme on l'a entendu. La gestion ethnique, elle est coloniale, c'est dépassé. Where regions will have more representatives and things will be handled more quickly and efficiently, so that the form of the government, you know, will provide more resources for Cameroonians. And it was a wonderful debate. I'm so happy. Allez, Aladji Baba, Garba, avant de rentrer sur Zeka, votre dernier mot en 2 secondes. Oui, mon dernier mot, c'est vivement le débat. On attend le débat. Très bien, vivement. Vous serez, on dit au Cameroun, vous serez chaud à être appelé sur la table du dialogue? Je serai au dialogue. Alors, c'est le cas de l'honorable aussi. Oui, non seulement je serai au dialogue, mais je suis content de la position de Bidou Saint-Éloi, que je ne partage pas. Mais c'est juste pour dire à ceux qui sont en face que ce qui fait de l'URDPC un grand parti, c'est de pouvoir avoir au sein du même parti des gens qui ont des divergences sur des positions aussi importantes. Et qui sont souvent étouffés. C'est ça qui fait la grande force du RDPC. Et qui sont étouffés. On n'est pas d'accord la là-dessus. hiérarchie. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fédéralisme. Mais je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, ce qui tranche, c'est le vote. Il y a un parti dans son projet, un candidat à la présidentielle qui demandait le fédéralisme. C'était le SDF. Bien sûr. Et Il a eu 3%. Il n'était pas seul. Il a eu 3%. Oui, donc je pense que selon le code électoral qui a été sur mesure. Je pense que de ce point de vue, on peut dire qu'on n'a pas refusé le débat, puisqu'il l'a porté pendant la présidentielle. Il a porté ce débat avec lui. Il a eu 3%. Oui, mais ça signifie qu'il faudra revoir même ce code électoral. Pour l'instant, laissons le fédéralisme à 3% et parlons des choses qui intéressent les Camerounais. Des choses d'intérêt général. Ce que je souhaite, c'est que ce débat ait lieu partout. Il ne faut pas qu'il soit circonscrit au palais des congrès. Il faut que chacun à son niveau, dans son village, dans son lieu de travail, dans sa famille, qu'il organise ces débats. Et le Premier ministre a montré qu'il y a les moyens de remonter toutes les propositions au niveau de la commission qui sera chargée d'organiser ce débat. Toutes les propositions seront reçues et analysées. Et je le répète, allons dans ce débat avec un cœur propre. N'y allons pas en tant qu'opposants. N'y allons avec la hiérarchie, en tant que Camerounais. Avec une logique hiérarchique. And let the national dialogue really be, let it really be inclusive. Allons-y avec des cœurs sans rancœur. Avec le contenu, il y avait donc Yves Martin Anda Siga, il est député RDPC à l'Assemblée nationale, député du Fondi bien entendu. Nous sommes dans la région du centre. Martial Akoua pour la communication du Social Democratic Front, le SDF. Aladji Baba Garba, il est adjoint au maire de Ezeka et il est le président de l'Union des populations du Cameroun UPC. Aïcha Inoua parle au nom du PCRN, c'est le parti donc Abad Libye est d'ailleurs président national, c'est-à-dire le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Saint-Éloi Bidou est un maire RDPC, un peu têtu, dit-on souvent, mais maire quand même RDPC. Il était parmi nous ce soir pour apporter sa contribution, lui qui a déjà par le passé. Heureusement que le débat, le dialogue ainsi convoqué par le président de la République a apporté des éléments de réponse à sa proposition. Lui qui indiquait que la première dame était indiquée pour dialoguer dans le cadre de cette crise anglophone. Cette émission est terminée. On a bénéficié du concours de toute la grande technique qui s'est investie une fois encore pour pouvoir vous servir mosaïque. Merci de rester en compagnie du programme de Canada International. Bonsoir. Merci. Merci. Ensemble en avant.